soyez à l'aise. Sinon, écoutez, si vous voulez qu'on procède, on peut peut-être commencer avec les questions de François, là, qui avait été un peu l'inspiration du thème de la causerie d'aujourd'hui. Donc, François avait inscrit ses questions dans la discussion. Et puis, c'était par rapport, comme il nous l'a dit, là, à son canot en solo qui est nouvellement acquis. Oui, ben c'est que j'ai vu une annonce passer au mois de genre de fin octobre, novembre. En tout cas, je suis allé chercher pas loin de Toronto. Aller-retour, très sécuritaire, j'ai touché à rien, j'ai pas touché sur personne. Et donc, j'ai vraiment. Et puis, mais c'est quelqu'un qui avait ce canot-là. C'est assez surprenant parce que c'est un Vertige X. Donc, normalement, qui est en duo, mais qui était en solo. Il n'y a jamais eu de protecteur d'étrave dessus, mais il n'y a rien. Il est pas. Donc, clairement, il a été très, très peu utilisé. Il est en bonne forme, mais il y a une couple de choses. C'est que, par exemple, les attaches, il y a certains ancrages, je pense qu'il faut dire, qui ont commencé à décoller. Fait qu'il va falloir que j'enlève ça. Là, je ne suis pas certain comment. C'est mon projet, c'est dans le garage. Il va falloir que je commence à faire ça. Mais comment j'arrache ça? Est-ce que je vais sabler ça avant de recoller quelque chose? C'est la première étape de ce que je vais devoir faire. Puis ensuite, bien évidemment, j'ai d'autres questions du type les avantages des différents types de selles qu'on peut utiliser. Là, pour l'instant, il était déjà en solo, mais avec juste un banc. Et là, j'envisage peut-être une selle beluga, mais c'est un canot que j'aimerais utiliser pour des expéditions. Je sais que Stéphane n'a pas une selle de type beluga. Là, je ne sais pas si j'utilise le bon terme. En tout cas, l'espèce de truc où tu n'as pas besoin de t'attacher. Parce qu'il trouve ça, si je me souviens bien de ce que tu avais dit cet été, plus confortable pour les longues expéditions d'être assis sur un banc que dans ce truc-là. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont des idées par rapport à ça. C'est sûr qu'une fois que c'est installé, je vais être pogné avec, mais moi, j'ai jamais été assis dans une de ces salles-là, sauf dans nos petites. Quand on a testé des canots sur du plat. Donc, je me dis, est-ce que je garde le banc là, je m'essaye au début, puis peut-être cet été, si je me l'installe. En tout cas, c'est le type de question que je me pose en ce moment. Fait que, mais vous voyez que c'est des choses assez différentes. Là. Un, comment arracher le truc, c'est plus pratico-pratique. Puis après, le pour et le contre philosophique d'utiliser le type de selle. Et après, j'aurai d'autres choses. Y en a-tu qui ont essayé d'arracher ces ancrages-là? Ou... Ben, arracher, il faudrait pas qu'on voit des photos. Arracher les ancrages, ça dépend comment vieux et sec la vieille colle est. Si la colle est bel et bien sec, tu as simplement besoin de tirer tranquillement, puis ça va se défaire, ça va s'enlever. Si c'est pas sec, bonne chance. Tu veux peut-être prendre un séchoir à cheveux ou séchoir à un heat gun là, pour rénovation. Mais si c'est tellement solide, si c'est tellement ancré, moi je le laisserai là, je ne le toucherai pas. Mais si à la main, tu peux le prendre ou bien avec un ciseau à bois, si tu es capable de séparer un peu, ça veut dire probablement que la colle a commencé à être vieille, puis c'est le temps de la renouveler. Ben, c'est ça, c'est qu'il y en a qui sont. Il y en a qui ont. Les coins ont commencé à lever, tu vois. Fait que je ferais pas confiance à ça pour partir. Il y a des trucs, c'est pas grave, là, c'est genre pour la cage à ballon, des trucs comme ça. Un petit peu décollé, j'imagine que ça va toffer, mais il y en a d'autres, c'est celui pour attacher l'équipement, par exemple, je ne trusterais pas ça. Là, il est à moitié déarraché. Okay. Donc, c'est ça. Si ça a commencé à relever, c'est probablement parce que soit que ça a été mal collé ou que ça commence à sécher. Alors, tu fais un test. Tire un peu plus, tire un peu plus. Puis, si à un moment donné, tu vois que tu tires en mot te dit, puis ça ne s'enlève pas, ben là, moi, je ressemblerais les deux sections, puis mettre voyons là, tu peux acheter ça Canadian Tire, j'oublie le nom. C'est une colle. Pardon? Ah, je pensais que tu voulais dire pour enlever le résidu. Non, pas pour l'enlever, mais pour le recoller. Des fois, les canateurs pensent trop. Puis moi, j'ai toujours utilisé la colle de Canadian Tire
que j'oublie le nom, La colle que contact. t'en mets un peu sur les deux surfaces, tu laisses sécher pendant 30 secondes, une minute. Là, tu en remets un peu, surtout à l'extrémité. Puis là, tu appuies, puis tu gardes ta main dessus pendant, ou bien un autre bloc de foam par-dessus. De la colle Puis néoprène, très c'est collé à certainement. lui. Ah, pardon? De la colle néoprène, probablement, la colle des deux bords. J'allais la chercher en bas à un moment donné. Mais c'est ça, la grosse chose, si tu veux recoller quelque chose, c'est de sabler les deux surfaces, surtout s'il y a une colle sèche, d'enlever la vieille colle, ressabler en dessous. Puis oui, tu peux acheter des colles de 20, 30, 40 $, mais comme j'ai dit, je n'ai jamais utilisé ça. Puis j'utilise même ça pour réparer mon dry top et mon dry suit à la place d'acheter une colle tellement chère. Ça fonctionne très, très bien. Mais surtout, moi, je réparerais n'importe quelle attache qui commence à s'enlever. Tu ne veux pas que ça s'enlève justement lorsque tu en as besoin. Donc, tu viens de décheverer, tu es en train de nager une grosse rapide, puis là, ça pète à gauche puis à droite. Puis là, tu ne retrouves pas ton canot parce que ça passe dans le mauvais chenail. Serait mieux de réparer tout ce qui est soulevé. C'est tellement facile. Puis, comme j'ai dit, je vais aller chercher ma canne en bas. Je peux retrouver dans toutes mes boîtes. Mais je suis certain que quelqu'un comme Stéphane a des points de vue aussi. Là. Christian? Moi, ce que je veux dire, François, ce que tu peux faire pour aider à enlever ta patch, c'est pas un produit trop fort, mais peut-être un base cleaner que tu prends pour tes skis, là, pour enlever la cire ou le clister. Là. Donc, un base cleaner va t'aider. Ça va diluer un peu sans trop affecter. Parce que si tu prends quelque chose de trop fort comme de l'acétone, tu risques d'endommager ton vinyle qui est l'intérieur de ton canot. Mais moi, j'essaierai avec ça. Puis, soit ce que disait Claude, là, ça fait de l'écho, hein. Sur le couteau à bois ou quelque chose que juste le scraper là, pour la peinture, j'essaierai de lever avec ça. Puis pour coller sur du vinyle, soit tu prends la colle contact comme dit Claude, ça marche ça surtout pour les cale-genoux, les choses qui sont à plat, mais quand il y a des tractions sur le côté ou la traction, tu es mieux avec la colle Vinyltech. Vinyltech que tu commandes chez MEC. Puis c'est sûr que là, en ce moment, soit tu vas te trouver aussi chez Trailhead. Et donc, Vinyltech, c'est exprès pour les patchs que tu colles sur ton vinyle. Je pense qu'il y a Linda qui avait un commentaire à rajouter. Oui, mais voilà. J'étais pour dire, en fait, tu vas trouver toutes les étape par étape, sur le site de Mikey Outfitter. Puis c'est une personne ça, qui fait juste ça, là, faire du outfitting de canot. Fait que tu vas trouver le détail. Puis moi, la colle des dernières années, la colle à vinyle, il n'y en a plus chez MEC, ils ne distribuent plus ça. Je l'ai trouvé seulement chez Les Garés. C'est un nouveau type de colle de vinyle, là, ça s'appelle du H66. Mais je serais super curieuse de savoir la colle de Canadian Tire, là, parce que j'imagine que c'est beaucoup plus accessible que la colle spécialisée de vinyle. Ah, puis pour les patchs, dans mon expérience, moi, régulièrement, il y en a qui décollent là, des vieux canots. Je fais juste prendre ce qui est décollé. Tu le sables, puis tu le recolles. Ce qui est collé, tu le laisses coller. Voilà. Juste rajouter par rapport à la colle, Marine, Gatineau ou les magasins marins, là, ont beaucoup de colle et de produits là-bas. Là. Les gens du canot ou du plein air n'ont pas tendance à penser à aller voir ces magasins-là. Entre autres pour les vernis marins, des choses comme ça. On a pas mal de stock là-bas, là, des fois qui est sold out ailleurs, tout ça. Donc, c'est un petit conseil. Par rapport à Stéphane, quand tu as dit tantôt l'acétone, effectivement, l'acétone est très, très fort pour le canot. J'ai recollé une patch moi-même cet été. Puis, pour les patchs, là, ayant travaillé au rafting puis recoller les patchs au niveau du raft, l'acétone, moi, j'aime bien frotter avec l'acétone les patchs.
Mais faire attention après nos mains, quand ils sont graisseuses ou sales, l'idée de passer de l'acétone, c'est que ça va vraiment assécher la surface. Donc, l'adhérence, ça va être vraiment meilleure. Mais l'acétone, je l'utilise seulement sur la patch et non dans le canot parce que je l'ai utilisé un peu sur le canot et rapidement, le matériel se détériorait. Un truc, si on a besoin d'utiliser de l'acétone, moi je l'ai fait, puis lorsque c'était dilué avec de l'eau, c'était quand même efficace, puis c'était moins dangereux pour le canot. Sinon, il y a l'alcool isopropyl à un haut pourcentage qui peut aider pour décoller, pour ramollir la colle durcie. Mais François, il n'y a rien qui bat le duct tape, hein? Il n'y a rien. Pas pour les ancrages. J'ai ton. Non, pas grave. Pourtant, ça va être facile. Mike, Oui, j'ai bien noté. et oui, c'est vrai, il faut y aller très doucement avec l'acétone dans le canot. On t'entend pas, Louis. Ça, c'est l'histoire de ma vie. Ah, Hey, Stéphane, salut, ami Louis! Stéphane, je pense que Salut! je pense que c'est Stéphanie qui est encore là, mais plus là, qui n'est pas mutée. Le petit bruit de fond, là. Jean-François, à propos de toi, le maître de cérémonie, tu ne peux pas fermer son micro? Je Ah, viens tiens. de le faire comme un Ah. grand on s'est fait. Merci, Stéphane. Donc, bonjour tout le monde. J'ai pas trouvé ma canette, mais j'ai trouvé le lien sur Canadian Tire. Alors, ça s'appelle du contact cement, la colle cement ou de l'époxy. L'époxy, tu peux l'avoir il y a plusieurs colles ou manufacturiers qui le fait en deux pièces. Voulant dire, tu mélanges A et B pour avoir la puissance. Mais comme j'ai dit, Contact Cement, je l'ai utilisé pour plein de projets. Puis c'est justement, j'en ai acheté une canne parce que je travaille sur mon canot solo puis un canot tandem que je suis en train de refaire de A à Z. Presque A à Z. En tout cas, je n'ai pas besoin de refaire la coque, mais c'est un canot avec beaucoup d'expérience. Puis donc, c'est ça. Moi, j'ai enlevé toutes les patchs, j'ai enlevé les bancs et j'ai enlevé la protection qui avait été mise. Il y avait eu de la protection, mise sur la protection, mise sur la protection. Donc, le canot pesait plus que 100 livres facilement. Puis, moi, la manière que je vais le faire, c'est seulement utiliser de la colle. Je ne remets plus de protège d'étrave. Je vais réparer avec toutes les nouvelles genres de colle. J'ai acheté une colle PL. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent à cause de rénovation maison. PL fait multitudes de colles, incluant une super pour Marine. Donc, je vais sceller le canot de cette manière-là, qui va me permettre de garder la coque maniable à place que de mettre des protections qui deviennent très rigides et qui brisent tout le temps à cause qu'ils ne peuvent pas absorber le choc. Donc, c'est mon gros projet du printemps, l'été. C'est ça. La colle peu chère, la Contact Cement fait des merveilles. Si je ne me trompe pas, le G-Flex, qui est un type d'époxy, demeure flexible. Mais je serais curieux d'avoir l'avis de tout le monde sur ça, mais il me semble que ça demeure flexible. Si c'est ce qu'on recherche, la flexibilité, là. Non, tu parles pour les protecteurs d'étrave, là? Ben, on parlait de protecteur d'étrave, on parlait de la colle PL marine pour que ça demeure flexible.
Donc, je parle dans le fond d'une... C'est pas pour coller tes ancrages à l'intérieur pour François. Je ne veux pas le confondre. Non, c'est ça. Prends pas ça, ça ne fonctionnera pas. Il faudrait que tu le tiennes trop longtemps. Mais si tu veux tes protecteurs d'étrave, oui, tu peux prendre du G-Flex, ça fonctionne. Mais ça, on peut en reparler en particulier, ceux qui veulent le faire. Moi, j'ai l'impression que ça peut être utile quand tu arrives sur des plages et tout ça, donc ça va moins user ta coque extérieure et donc ça peut protéger. C'est vrai que c'est pas flexible ou pas beaucoup, mais en même temps, c'est dans les étraves et c'est ton étambot et ton étrave. Donc, ce n'est pas les parties du canot qui sont en mouvement. Alors que ça soit rigide, moi, ça ne me pose pas de problème. On met ça sur des canaux qui ont un peu plus d'âge, ou sinon, il faut sabler comme il faut, parce que si on ne sable pas sur un nouveau canot et on essaie de mettre un protecteur d'étrave, ça ne va pas tenir, ça ne va pas adhérer, ça va lever tout de suite. Ça va casser sur la roche, mais des fois, j'ai l'impression, moi, en tout cas, c'est mon avis, je préfère que ça casse, que ce soit mon étrave qui fasse une espèce de ballon intérieur, parce que ça m'est arrivé, là, Félix-Antoine, c'est mon fils, il a déjà foncé dans une roche submergée avec quelqu'un, puis il m'a fait un pamplemousse inversé sur l'étrave. Donc là, il a fallu que je chauffe, que je refasse. Et donc là, j'ai mis un protecteur d'étrave après pour resolidifier, parce que ça avait comme ramolli. Il a fallu que je chauffe ça. Donc, s'il y avait eu le protecteur d'étrave, probablement que ça aurait cassé, mais ça aurait peut-être pu stopper un peu plus. Moi, en tout cas, surtout pour la partie avant du canot, j'aurais tendance à l'en mettre, là, un protecteur. Donc, c'est quelque chose qu'on commande chez Légaré. Puis là, il faut trouver l'époxy, c'est soit du G-Flex. Si on trouve. Je sais qu'Éric avait trouvé un autre endroit cet été parce qu'on ne trouvait plus nulle part, là, mais tu avais. Chandlery à Ottawa qui avait ça, tu avais Trailhead qui en tient aussi, mais des fois, ils tiennent juste les gros contenants. Donc là, ça te coûte 200 d'époxy, puis tu en as pour 10 ans. Alors, si tu l'achètes en moins grande quantité, des fois, c'est juste ce que tu as besoin. Le G-Flex fait très bien l'affaire. Puis je ne sais pas ce que vous aviez trouvé. Là, vous avez trouvé il y avait une boutique là, dans l'est de la ville, là, presque à la frontière d'Orléans. Vous aviez trouvé, il me semble, ou que je ne me souviens plus. Là. J'ai ça en tête, là, mais. Je vois qu'Éric dit non, donc je ne me souviens plus qui m'avait dit ça. C'est peut-être quelqu'un d'autre, là, mais je sais qu'on peut en trouver. Là. Je pense que c'est un de mes amis qui m'avait mentionné ça à ce moment-là. Je peux retrouver, puis je la remettrai sur la causerie du club là, si vous ne trouvez pas. Là, mais sinon, G-Flex, c'est 2 tubes. C'est souvent femelle, mâle. On mélange à quantité égale souvent. Là. Je pense que dans le G-Flex, c'est souvent ça, le ratio. Tandis que quand c'est le 405 et le 204, là, c'est du 1 pour 4. Mais les ratios sont sur les bouteilles. Là, on mélange les contenants. On mélange ce qu'on a besoin. Puis on applique sur le feutre de Kevlar qu'on fait venir. Le meilleur endroit, c'est chez Légaré. François, si tu veux mettre des protecteurs d'étrave, ils sont d'une belle grosseur, ils ne sont pas chers. Tu vas prendre chez Mex, si tu les trouves, ils sont très étroits. C'est pas mauvais, mais c'est juste l'autre est un peu plus complet. Donc, Puis chez Légaré, tu peux également commander l'époxy. Je pense qu'il y a une limite en termes de quantité qu'ils peuvent shipper à la fois parce que c'est un produit chimique. Mais normalement, il y a moyen d'avoir des bonnes quantités. Le G-Flex, je pense qu'il est beaucoup plus cher. J'en ai acheté chez Chandlery's. Puis écoute, je pense que j'avais, pour l'équivalent d'1 litre, là, c'est du 1 pour 1. Des deux substances, c'était autour de 90$. Là. C'est sûr, 1 litre, c'est pas si pire. Mais en tout cas, ça me semblait plus cher, le G-Flex, que le 204 ou le 405, là, je ne sais plus. La colle contact est 1 litre pour en dessous d'1 litre pour en dessous de 20$. Mais est-ce que tu mettrais de la colle contact pour les protecteurs d'étrave? Il me semble jamais essayé. Ça, c'est une chose jamais essayé, mais ça me tenterait. Ah ben, s'il y a quelqu'un qui a des retailles de fil de verre, ben justement, j'en ai. Je vais peut-être essayer ça cet été. À la fin de la saison, tu nous diras si ça marche. Mais quand tu fais venir ton protecteur d'étrave, c'est un feutre qui est souple. Donc, si tu mets juste du contact, ça ne lui donnera pas de rigidité. Tandis que quand tu mets ton G-Flex ou tu mets ton époxy, ça le durcit aussi et ça le colle en même temps. Donc là, j'ai l'impression que la colle contact, je ne l'essaierai pas sur juste un feutre. Le feutre, il va déchirer par la suite. Il a beau être en Kevlar, il est souple encore. Il faudrait que tu l'imbibes de colle, mais ce n'est pas le principe de la colle contact. Colle contact, tu en mets sur chaque surface, tu chauffes, et après ça, tu appliques. En tout cas, je n'ai pas tendance à penser que pour les protecteurs, j'essaierais ça. Pour les autres, peut-être pour les ancrages, j'essaierais. Je sais que ça peut fonctionner assez bien, surtout ça ne me semble pas trop cher. Puis si on ne trouve pas le Vinyltech, s'il a changé, ben, ça peut être une option. En tout cas, rien à perdre. Si tu l'as essayé et que ça marche,
C'est tout ce qu'on a besoin de savoir. Hein. Quelqu'un l'a testé puis, pendant des années. Moi, je suis partant après ça. Là, donc, OK, ben gang, si ça fait le tour de la colle, François, est-ce que tu voudrais qu'on parle des choix de sel aussi? Oui, cela dit, je ne veux pas monopoliser non plus la conversation avec toutes mes questions. Fait que s'il y a quelqu'un d'autre qui veut y aller, on peut faire on peut jouer à changer de question. Mais en tout cas, a priori, oui, c'est une question qui m'intéresse parce que je sais que d'abord, il y a un investissement, c'est pour la fin du monde, là, mais c'est à peu près quoi, 250 $. Puis là, je me dis, est-ce que je commence par essayer mon canot avec un banc, puis j'achèterai une selle éventuellement, ou est-ce que je vais tout de suite, puis je m'habitue à ça? Je ne sais pas s'il y en a qui préfèrent l'un ou l'autre, mais comme je disais, je pense pas me tromper, Stéphane, que tu n'utilisais pas le canot que tu avais cet été, qu'on a fait quelques descentes en solo. Et il me semble que tu me disais que c'est pour les expéditions, tu préférais ça, mais je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ne jurent que par les selles, les avantages que ça présente. Enfin, c'est ça. Si ça intéresse quelqu'un de ça répondre. dépend. Ça dépend vraiment de ton. Je pense qu'Hélène elle a une belle expérience de sel versus banc. Hélène était prête à partager, je crois. Oui, ben en fait, quand j'avais mon Zéphyr, puis le premier vertige que j'avais une selle, mais maintenant j'ai un banc dans mon nouveau vertige, puis je ne reviendrai plus à la selle, surtout parce que je fais justement des sorties de plusieurs jours ou même des expéditions d'une semaine. Une semaine avec une selle, ça peut être long, surtout quand tu as des parties de plat sur l'arrière. Je dirais un banc au niveau du confort, ça va vraiment améliorer beaucoup les choses. Puis je dirais le plaisir dans ta journée aussi, quand tu fais quelques kilomètres de plat dans une expédition, si tu es pris sur une selle, ça peut être long. C'est sûr, ça dépend aussi des sorties que tu as l'intention de faire avec ton canot. C'est sûr, si c'est des petites sorties d'une journée ou des rivières où c'est un rapide après l'autre, ben là, ça dépend de tes goûts, là. Mais moi, je dirais même maintenant, en rapide, j'apprécie quand même la selle parce que ça me donne une certaine liberté au niveau pour me tasser un petit peu les jambes des fois. Tu veux dire, tu apprécies le banc? Oui, le banc, oui. Même dans une sortie d'une petite journée, je ne reviendrai même pas à une selle. Là. Mais ça, c'est moi. C'est une question de préférence. Il y en a d'autres qui vont avoir d'autres préférences aussi. Je pense que si tu as l'occasion d'essayer les deux, ce serait l'idéal. Mais je dirais les sorties à plus long terme, au niveau du confort, c'est sûr que le banc va être plus confortable. J'ai le goût. Oui, je pense qu'Hélène a entièrement raison. C'est la règle du 80%, voulant dire 80% du temps, qu'est-ce que tu vas faire avec ton canot? Si c'est des multi-jours, un banc va être beaucoup plus confortable, beaucoup plus polyvalent pour la position de tes genoux, de tes jambes et de protection de ton dos aussi. Mais j'ai fait beaucoup de solo dans ma jeunesse, puis une selle, l'avantage de la selle, c'est un peu comme la différence entre faire un voyage en moto puis en Greyhound. La moto va être beaucoup plus sportive, la selle va être beaucoup plus sportive, puis va te permettre aussi de contrôler le canot beaucoup plus. Si tu fais des rodéos, si tu aimes faire des mouvements rodéo, un esquimotage, du surfing, du side surfing. Mais si c'est seulement 20% de tes sorties, ben là, il te faut un troisième canot, un deuxième canot, comme M. Crépeau, là. Mais un siège est beaucoup plus polyvalent, oui. Surtout si tu es capable de le positionner un peu. Je pense que Stéphane puis Stéphanie le font. Ils le mettent un peu plus haut, puis je crois qu'ils le mettent dans un angle. Donc, c'est plus confortable. Tu n'as pas le côté en amont. Ne te rentre pas dans les cuisses parce que tu as un angle de 2 degrés, 3 degrés, je pense. En tout cas, Stéphane peut en rajouter. C'est ça que je vais faire dans mon canot tandem. Je vais mettre une couple de degrés d'angle dans mes sièges pour être plus confortable lorsqu'on est vraiment bien serré pour des grosses rapides, mais quand même confortable pour du gros kilométrage en local.
Moi, je vais te proposer un compromis. Moi, j'aime beaucoup la selle, personnellement. Même sur une semaine, j'aime ça. J'ai un canot avec une selle beluga. Ça, j'aime un peu moins parce que justement, tu rentres, tu es comme coincé dans tes options. J'ai un autre canot qui a une selle avec des sangles et ça, j'aime vraiment beaucoup. Oui, ça me permet de bouger mes jambes. Puis en haut de ma selle, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un banc sur le haut de la selle, sur le dossier. Donc, j'ai l'option d'être assise. Mais ce que je te propose d'encore mieux que ça, c'est d'avoir un banc. Quand tu mets le banc juste en haut de la selle, ta gravité est un petit peu plus haute, fait que ton canot devient un petit peu instable. Mais ce que tu peux faire, c'est garder ton banc, puis t'installer une selle qui se met seulement avec du velcro quand tu as envie. Fait que tu fais un trou dans ta selle, il peut y avoir une sangle qui est attachée au fond de ton canot, plus le velcro. Fait comme ça, dans un dessalage, tu ne vas pas la perdre, mais tu vas pouvoir l'enlever puis l'utiliser à ton besoin. Je pense qu'un en tout cas pour moi, puis pour d'autres aussi, je pense, la selle, c'est particulier, mais il faut voir si tes genoux et tes chevilles sont capables de le prendre. Je pense que c'est ça le critère. Si tu fais passer une couple d'heures, des fois passer 1 heure, puis moi personnellement, j'adore le canot dans une selle pour pouvoir faire du solo puis pouvoir faire certaines manœuvres. Mais c'est complètement mortel dans mon cas pour les genoux puis les chevilles. Fait que je te conseillerais d'essayer peut-être un canot qui a une selle avant de voir si tu es capable de le prendre. L'autre chose que je voulais dire, c'est le Vertige X. Il y a un modèle Aventure qui est sorti, je pense, l'an passé chez Légaré, qui est pas mal, j'ai l'impression, le canot que tu as acheté, qui est finalement le Vertige X, qui est normalement un duo rapproché, qui dans ce cas-ci est avec une selle, justement pour les plus longues expéditions, pour mettre plus de bagages, et en solo. Et puis, une personne qu'on connaît bien dans le club, Pierre Desjardins, c'est ce qu'il a fait. Puis j'ai l'impression que c'est ce qui a donné lieu au Vertige X Aventure, ou en tout cas Vertige Aventure de Légaré. Puis de l'avoir. Mais c'est pas Légaré, c'est Esquif qui a Oui, fait ça. oui, excusez, oui, absolument. Et oui, tu as raison, Jacques Chassé a copié Pierre parce que Pierre en avait parlé avec Jeff, il a rétréci son canot, il a aplati un peu, il a diminué son giron. Et donc là, le Chassé trouvait ça intéressant, donc il en a fait un modèle. Oui, c'est ça. Fait que ce que tu as, dans le fond, c'est un modèle qui existe, si on veut, avec banc et non selle. Puis effectivement, je ne voulais pas dire Légaré, je voulais dire Esquif. Fait que c'est pas une anormalité que tu as là. Puis d'ailleurs, Pierre a mis des cale-orteils en arrière, des espèces d'accrochages pour pouvoir s'ancrer, non seulement avec des sangles, mais aussi les orteils, les pieds derrière, qui fait qu'on est vraiment accroché au canot. Et puis, c'était possible, en tout cas, pour ceux qui étaient capables, même d'esquimoter avec une selle, avec les orteils ancrés, puis bien ancrés avec les sangles. Donc, c'est quand même pas si mal pour une... J'ai dit une selle, hein, je pense, mais je voulais dire un banc. Oui, c'est un banc. OK, c'est ça que j'allais demander. Oui. Donc, un banc. Fait qu'esquimoter avec un banc, c'est sûr que le canot il est plein, puis il y avait de la flottaison à ajouter sur les côtés avec du micro-sel, mais un banc. Moi, je te dirais, essaye-le comme ça, puis essaye une selle avant de voir si tu veux mettre ça dans un canot solo, finalement, d'expédition. Rapidement, François, là, c'est certain que tu as toujours plein de conseils. Moi aussi, au début, j'avais plein de conseils, mais un des meilleurs conseils qui m'a été donné, c'est justement d'essayer les canots, de se faire ta propre idée par rapport à ça. Parce que moi, personnellement, avec mon solo, à la fin des journées, là, j'ai de la misère avec mes genoux, là, en tout cas. Mais à la fin de la journée, là, j'ai tellement de misère à marcher à cause de ma selle. Mais j'adore ma selle.
Mais soit dit en passant, là, je peux très, très bien te passer un canot et aller faire une descente à Madawaska une journée. Ça peut vraiment te donner une bonne idée. Là. C'est toujours bien de se faire sa propre idée aussi là-dedans. OK, super. Ben je vois les options, mais c'est sûr qu'en plus, c'est pas un canot de. C'est quand même un 14 pieds. Je sais que c'est pas un playboat plus petit que tu utilises juste pour. Peut-être qu'effectivement, commencer par un banc, puis avec les options, là, je vais me trouver du velcro, mais je vais essayer enfin, bref, j'entends bien, puis ça me semble être des bons conseils, mais là, après, ça va être mais je pense que c'est ça. Dans le fond, je me disais, installer une selle là-dedans, ça me semblait être la chose à faire parce que je vous voyais tout avec vos selles cet été, puis ça avait l'air. Vous aviez du contrôle, mais peut-être que le contrôle vient de l'expérience et pas de la selle ou du banc. Alors. Ça ne serait peut-être pas une selle. Si tu veux un peu plus de polyvalence, tu peux aller avec une selle, micro-selle. Le fond gris là, de haute densité, contrairement à une selle plastique où est-ce que tu n'as pas le mot anglais customization. Avec le micro-selle, tu peux changer la hauteur, tu peux changer les angles, tu peux la rendre pas mal confortable. Mais c'est dans mon temps de solo, c'était la selle, dans ce temps-là, ça s'appelait pas beluga, là, il y avait un mot, mais c'est certain que ça te donnait de la puissance en mot, tu dis, surtout quand tu voulais faire des manœuvres rodéo, side surfing surtout, là, puis l'esquimotage. Mais l'esquimotage en selle beluga, des fois, ça peut t'empêcher de faire des choses. Parce que justement, ton corps est forcé, tu n'as pas autant de flexibilité qu'une selle en fonte. Donc, le problème avec les selles en plastique, c'est que tu es limité, ça te fait ou ça te fait pas. Puis, mais moi aussi, là, j'ai un Zephyr, pas le XL, mais le Zephyr original, avec une selle en micro, fond, puis n'importe quand quelqu'un veut l'utiliser, ils sont les bienvenus, à moins que de sortir avec, là, comme la raison. Mais vous êtes bienvenus à l'utiliser. Ça va être une offre que je vais mettre sur le site du club de ce printemps. Juste pour terminer là-dessus, François, de toute façon, il va falloir que tu fasses un ajustement. Comme tu es grand, que tu gardes le banc, ce qui est ma préférence, ou que tu mettes une selle. Comme tu es grand, il faut que probablement tu lèves ton banc, que tu le remontes, parce que tu as besoin d'à peu près 70% de ton poids dans les genoux pour contrôler ta gîte, contrôler ton canot. Si ton banc est trop bas, tu vas être trop assis, puis là, tu n'auras pas de contrôle. La même chose avec ta selle. Donc, ça, peu importe ce que tu retiendras comme option, il va falloir que tu ajustes la hauteur pour être capable de bien le contrôler. Bon, c'est vraiment super. Est-ce qu'on voudrait passer à une prochaine question? Est-ce que, François, est-ce que ça fait le tour pour toi? Merci. Mais j'aimerais qu'on passe à quelqu'un d'autre, évidemment. Puis si jamais vous manquez d'inspiration, il y aura d'autres choses. Je ne sais pas si... Moi, j'ai une question. Oui. J'ai une question technique. Pourquoi que Sébastien nous apparaît à l'envers? OK. Puis est-ce que Sébastien avait justement une question? Tu avais écrit quelque chose dans le chat, je pense. Hein? Oui, pourquoi pas? Moi, je me renseigne aussi pour faire des sorties plus au printemps. Puis je sais pas, je connais pas je n'ai jamais fait de canot de printemps, fait dans de l'eau très froide. Fait il faut des dry suits, juste un suit. Qu'est-ce que ça prend? Qu'est-ce qui est utilisé? Puis qu'est-ce que vous utilisez? Utilisez votre savoir. Je pense que Jean-François peut répondre à ça. Hein? Je peux peut-être dire ce qu'il ne faut pas faire. Le gros mot, je pense, ça dépend. Ça dépend. Quelqu'un comme Pierre ou comme Stéphane ou comme moi, lorsque j'en faisais beaucoup, éventuellement, tu as tout. Si tu veux sortir à chaque fin de semaine, j'imagine que Simon est probablement rendu là. Je pense que justement, la dernière fois que je l'ai vu, il y avait un dry suit.
Donc, ça dépend de ton budget, ça dépend, est-ce que le canot va devenir ton sport favori? Donc, tu vas avoir 2 canots, tu vas avoir un wetsuit, tu vas avoir un dry top, un paddling, peut-être pas un dry top, pas pour le canot, mais un dry suit. Dry suit, quand tu veux commencer ta saison, plus de bonheur et ou plus tard, quand tu veux, quand tu deviens, tu as assez d'expérience que tu veux devenir moniteur ou aider un groupe, un dry suit est très, très, très confortable parce que 99% du temps ne laisse pas de l'eau rentrer, donc tu restes au sec. Si tu as le budget puis tu achètes un dry suit qui respire, ben là tu es au Club Med. Surtout lorsqu'une urgence arrive. Ça, c'est la grosse chose pour moi, un dry suit. Ça t'aide à toi-même rester plus sécuritaire. Tu ne vas pas avoir de froid. Tu peux te lancer à l'eau, tu peux aider quelqu'un, tu vas être le volontaire, involontaire à aller essayer de sortir un canot sur une roche, peut-être. C'est un luxe jusqu'à un certain point. Tandis que le wetsuit de 3 mm, là, tu t'achètes un paddling pour le haut. Tu veux pas un wetsuit de ski nautique ou de ski-doo parce que les autres, ils restent comme ça tout le temps. Tu as besoin d'un wetsuit salopette puis là, à ce point-là, tu peux mettre des combines à l'intérieur du wetsuit. Ton haut, définitivement, tu vas porter des combines qui sèchent vite, là, comme tu utilises pour le ski alpin, le ski de fond, course à pied. Puis là, tu peux varier l'épaisseur. Puis là, encore une fois, ton paddling jacket, le haut, ça peut être un paddling jacket à néoprène, semi-dry qui a le latex au poignet, ou ça peut être un dry top. Puis encore une fois, ça peut être un dry top qui respire ou qui ne respire pas, dépendant de ton budget. Mais définitivement, le wetsuit, dry top ou padding jacket devient plus polyvalent parce que ça arrive que mois de juillet, mois août, on se fait prendre par une fin de semaine de plus 20 avec la pluie. C'est froid. Surtout en canot, tu es exposé tout ton corps, tu chavires peut-être, tu vas nager. Tu vas utiliser ton wetsuit encore une fois, à un moment donné, tu en fais tellement que tu vas t'acheter un semi-wetsuit. Puis le dry top à ce point-là, il est peut-être trop chaud pour la plupart des journées d'été, mais en kayak, moi, je me rappelle qu'en juillet et août, souvent, j'avais amené mon dry top, mais aussi, j'avais un paddling jacket qui respire mieux, qui, dans les sections d'eau calme, c'est peut-être plus confortable, plus facile à enlever. Donc, ça dépend. Ça dépend de ton budget, ça dépend de comment souvent tu veux le sortir. Comme premier achat, je crois qu'un wetsuit est plus polyvalent, mais si tu as le budget, un dry suit, c'est, comme je l'ai dit, c'est le Club Med, tu es confortable, c'est polyvalent, puis ça sent moins qu'un wetsuit. Il y a un peu plus de... faut que tu laves ton wetsuit, parce qu'à chaque fois que tu l'utilises, ou à chaque 3 fois. Est-ce qu'on peut dire qu'un wetsuit, c'est bon à peu près jusqu'à un wetsuit épais, là, c'est bon à peu près jusqu'à 10 degrés, puis en bas de ça, on est mieux en dry suit? Y a-t-il comme une température que les gens utilisent comme référence? Moi j'ai remarqué que le wetsuit, quand la température de l'air est relativement chaude, mais que l'eau est froide, ça va bien. Il n'y a pas vraiment de problème. Quand on tombe dans l'eau, ben, c'est assez chaud, puis quand on ressort, ben, on a le temps de se réchauffer. Par contre, quand on est dans une température plus froide, donc de l'air, ben, oui, on tombe à l'eau, puis bon, l'eau est froide, ça va, on est au chaud, mais là, on ressort, puis là, on reste mouillé tout le temps. Il n'y a plus moyen de sécher, ce qui fait qu'on a été sauvé pendant qu'on tombe à l'eau, mais quand on tombe à l'air froid à 7-8 degrés, ben, surtout si on fait une longue sortie, ben, c'est pas long que là, on finit par avoir froid. Ouais. Oui, Steve.
Oui, je rajouterais que j'ai fait de la plongée sous-marine beaucoup, puis un wetsuit, j'ai fait la plongée sous la glace avec un wetsuit. Donc, ça se fait. Peut-être pas qu'un 3 mm, mais qu'un 7 mm, ça peut se faire. Comme disait Claude, c'est le confort. Avec un wetsuit de 7 mm, 20 minutes. 20 minutes, puis on était les lèvres bleues, puis les mains commençaient à geler, il fallait sortir. Mais ça se fait. Un 3 mm, peut-être pas, mais il y a des 5 mm, peut-être des modèles qui sont plus entre les deux. 7 mm, ça peut venir très chaud. Si on veut n'acheter rien qu'un, mais. Il y a Christian, je pense, qui veut dire quelque chose. Ouais. Moi, j'ai jamais utilisé ces affaires-là. Fait que ma règle de base, c'est après le 20 mai, je sais que je suis capable de nager, pas de problème. Je retiens quand même le commentaire concernant dès qu'il arrive un problème, tu es dans la merde. Mais dans l'eau haute, ça arrive pas. Ça arrive moins souvent, en tout cas. Mais pour avoir beaucoup d'amis qui se sont mis au dry suit, leur commentaire, c'est pourquoi j'ai attendu? Pourquoi je n'ai pas acheté ça il y a 10 ans quand ça a sorti? Ça valait 1000 $, c'est pas grave. J'aurais eu tellement de fun. Fait que moi, j'en fais pas. Eux autres, ils en font encore. Ben, je vais rajouter là-dessus, Christian, parce que moi, c'est une des premières affaires que j'ai achetées. Un canot, un dry suit. Puis ça a allongé ma saison de 4 mois supplémentaires. J'ai aucun regret. Aucun. Je pense que Simon, c'est un bon exemple parce que lui, il a débuté 3 ans passés, il ne connaissait rien ou presque rien à l'eau vive. Puis, je pense même la première année, il faisait presque, en tout cas, il en a fait plus que moi. Puis, il s'est équipé pas mal bien canot comme vêtement. Là. Puis, donc, Simon a probablement plein de commentaires à dire, mais c'est ça, la grosse chose, comme j'ai dit, que iPhone a dit, excuse-moi, Julie, je pense, c'est que ça rallonge ta saison. Tu peux commencer plus de bonne heure, puis tu peux aller plus loin. Je dois dire, quand j'étais vraiment dedans, je faisais surtout du kayak, mais j'étais canot solo aussi. Ma saison la plus longue a été 36 mois. Donc, je suis sorti au moins une fois par mois pendant 36 mois, incluant notre gang d'amis, on sortait au Pont Champlain la veille du jour de l'an. Donc, on faisait notre dernier surf de l'année, notre premier surf de l'année à minuit. Puis, il y a des années, là, moins 30, moins 40. Puis, on faisait aussi notre dernier esquimotage, notre premier esquimotage. Puis, dry top, dry suit, là, j'étais avec un hood en néoprène, là, comme de raison. On était confortable. C'est ça l'affaire en kayak, en tout cas. Souvent, surtout, un bon exemple, c'est à l'île Bates au printemps. Une fois que la glace est partie, les personnes qui ont l'expertise et l'équipement, on sort pour faire du surfing, s'amuser dans les grosses vagues. Puis, on doit faire de l'esquimotage juste pour garder... on avait trop chaud dans nos dry suit, dry top. Donc, on faisait l'esquimotage juste pour se refroidir un peu. Donc, ça fonctionne très, très, très bien. Ça, c'est un bon point que tu amènes, Claude. Le dry suit, quand tu tombes à l'eau, ben, tu n'es pas mouillé, donc tu n'as pas trop froid, mais si tu ne tombes pas à l'eau, ben, il n'y a pas besoin de faire bien chaud ou bien froid dehors pour finir par avoir trop chaud. Ça dépend du monde. Là. Personnellement, dans le dry suit, même à 7 degrés, 7-8 degrés, je suis tout mouillé pareil. Pas parce qu'il coule, mais parce que j'ai chaud. Puis j'ai pas de couche supérieure. J'ai pas de couche haute qu'une couche de base dans le dry suit. Fait que ça, c'est un autre facteur, même si c'est un dry suit qui respire. Alors, si, Sébastien, si tu sues beaucoup, ben, il va faire chaud. On va être mouillé pareil dans un dry suit. En fait, mais c'est possible de se refroidir facilement avec le dry suit. C'est vrai, tu vas à l'eau, puis... Sur ça, moi, je dois vous quitter.
Salut tout le monde. On se verra sur une piste de ski ou au canot dans le ski. Salut. Bye. Oui. Est-ce que vous aimeriez Pour parler? revenir à un commentaire de Steve, c'est que du 7 mm, c'est pas utilisé en pagayage parce que c'est trop rigide. Tu te fatigues à te battre, soit comme pantalon ou soit comme ton roue. Tu te fatigues à forcer, à plier, à te battre contre le 7 mm parce que le 7 mm veut remettre tes bras droits ou veut remettre tes jambes droites. Donc, c'est pour ça que généralement, pour du pagayage, du 3 mm à 5 mm, je ne sais pas si ça existe encore, mais moi, j'ai été chanceux d'acheter un 3 mm avec une doublure en polaire léger à l'intérieur du wetsuit. C'est fait par la compagnie, ça a été fait par la compagnie, en tout cas, la compagnie qui fait les canots, les kayaks Perception. J'oublie la compagnie mère là, en ce moment. Mais ça fait peut-être 20 ans que je l'ai, puis il est encore en bonne condition. Puis j'ai pas mal content. Ça glisse dedans plus facilement, surtout si tu as des combines. Puis ça sèche aussi plus rapidement, mais je ne sais pas si. J'ai pas regardé de wetsuit depuis 20 ans, donc je ne sais pas s'ils en font encore comme ça ou non. Est-ce que vous aimeriez qu'on passe à une autre question pour laisser la chance à une autre personne? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aurait une question? Ou... Sinon, Ben, moi, j'aurais une question à Stéphane, justement. Je l'ai mentionné, mais j'ai peut-être fait erreur. Est-ce que j'ai raison que toi puis Stéphanie, dans vos canots, vous avez donné un couple de degrés d'angle à vos sièges? Oui, on a juste incliné légèrement pour ne pas avoir le banc qui te rentre juste dans les fesses. Donc, on l'incline légèrement, quelques degrés, c'est à peine. C'est en même temps qu'on ajuste la hauteur. Comme je disais à François, il faut que tu aies au moins 70% de ton poids dans les genoux pour contrôler ton assiette, là, ta gîte ou même ton assiette avant. Puis en inclinant un peu le bas, ça va être un peu mieux. Pas trop, parce que là, tu glisses tout le temps, donc tu n'arrives plus à rester confortable, mais quelques degrés, c'est génial. Là-dessus, moi, je vais vous souhaiter le bonsoir et puis à la prochaine causerie. Salut, salut. Salut Stéphane. Moi, j'aurais peut-être une question de mon côté pour vous demander conseil par rapport à un débutant qui a tendance à sous-mariner un petit peu. Puis là, je me dis, ah oui, c'est sûr qu'il y a une question de technique là, pour prendre les vagues, mais je vois aussi qu'il y en a qui utilisent une toile de pontage, qu'on appelle ça, qui se clip là, sur le côté. Ça me semble que comme concept, ça a l'air d'être bien le fun pour prendre les vagues et se remplir d'eau un peu moins. Est-ce que ça vaut la peine ou si vraiment en améliorant la technique avec la prise de vagues, ça compense le sous-marinage? Est-ce quelqu'un qui en utilise une? L'info que j'avais eue là-dessus, là, JF, par rapport aux toiles, quand tu prends des expéditions dans le Grand Nord, tout ça, puis tu as du courant continu tout le temps, mais pas du gros volume d'eau. À ce moment-là, la toile, on m'avait dit là, que c'était super parce que les petits splashes, où tu n'as pas beaucoup de contre-courant, ça empêche vraiment l'eau de rentrer. Mais admettons qu'on ferait du gros volume, là, je ne sais pas, moi, la rivière des Outaouais, une sortie de courte durée, quand ton eau, de toute façon, elle va rentrer toile, pas toile, avec du gros volume. Le désavantage avec ça, c'est quand ton canot est plein d'eau, le vider par la suite, c'est un petit peu plus difficile, à moins que tu aies un système de pompe à l'intérieur. C'est ce que je m'étais fait dire. Maintenant, est-ce que cet argument-là est valable? Là, honnêtement, je n'ai pas d'expertise avec une toile, là, avec une jupette de canot, si on peut appeler ça comme ça. Non, c'est très valable. C'est exactement ça que j'ai travaillé pas mal et fait du canot pas mal avec les guides Black Feather qui font beaucoup d'excursions au Grand Nord, Mark Scriver, Paul Mason. Puis eux autres, ils n'en utilisent pas dans des courtes durées.
le problème avec Paul Mason puis Mark Scriver, eux autres aiment frapper le plus creux de la vague. Ils aiment s'amuser, ils aiment essayer des choses extrêmes. Donc, pour eux, avoir une toile, lorsqu'ils font du playboat pour une journée ou deux, c'est que s'ils renversent, le canot a tendance à rester plus creux dans l'eau à l'envers. Parce que ça ne permet pas à l'eau à circuler, comme mentionné, ça rend plus difficile à même renverser le canot pour enlever l'eau du canot. Mais pour des longues expéditions dans des grandes rivières, que tu n'as pas la chance des fois d'aller chercher le contre-courant parce que le courant est tellement fort que oui, ça fait une belle différence, mais garde en tête que le canot aussi est rempli de berries et de sacs à dos. Donc, même s'il y a de l'eau qui rentre, ça minimise le flux d'eau de gauche à droite. Tandis que dans un canot que tu vas utiliser une journée ou deux, tu renverses, là, le canot est plein d'eau avec une toile qui empêche l'eau à se vider. Donc, c'est moins recommandé pour des petites expéditions. C'est plus pour des grosses expéditions. Oui, puis je pense qu'il y a un facteur aussi que tu connais bien, Jean-François, puis ça rime avec facteur. Je ne sais pas si tu as remarqué, ceux qui ont des toiles qui sont pontées, souvent, c'est le facteur prospecteur. Parle-moi pas là-dessus! Le facteur prospecteur, non, en fait, c'est pas une farce. Je pense que la plupart des canaux pontés, c'est des gros canaux d'expédition. Souvent, c'est des prospecteurs 17 pieds pour aller faire les grandes rivières du Nord où est-ce qu'il n'y a pas d'arrêt contre courant puis que tu ne peux pas t'arrêter où est-ce que tu veux. Puis je pense qu'il y en a ici qui a... bon, lui, il est parti, mais je pense que Linda aussi t'en a fait. Peut-être aussi Christian en a fait des super expéditions dans les grandes rivières du Nord et puis où est-ce qu'on a besoin justement d'un pontage. Mais bon, j'ai l'impression que les petites rivières dans le coin ici, sauf peut-être si c'est un prospecteur. Puis l'autre aspect que tu mentionnais, je pense, apprendre à prendre les vagues. Ça, je pense que c'est pas négligeable. Peut-être qu'avec un pontage, tu n'apprendrais pas pas toi, mais je veux dire, on n'apprendrait pas à prendre aussi bien les vagues. Les prendre un peu de côté, surtout quand c'est du train de vague, ça permet de prendre moins d'eau. Je suis certain qu'il y a d'autres mondes ici qui auraient des conseils là, sur comment prendre les vagues pour prendre moins d'eau sans nécessairement avoir besoin de pontage. Moi, je suis désolée de t'apprendre, Jean-François, qu'il faut que tu apprennes à pagayer dans les vagues. Ta toile va rien régler. Tu me l'as dit sur la pète, là. Il faut absolument qu'on travaille la technique, là. C'est un inévitable. OK, ben merci beaucoup pour ça. Là. Ça me donne un bon feedback. À part ça, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Sinon, moi, j'en ai d'autres et François en a d'autres aussi. Juste très, très rapidement pour Radisson, puis probablement partageur aussi, là, mais on a un 10, si ce n'est pas 15% de rabais à chaque fois qu'on achète chez Canot Légaré. Les gens ils ont tendance à l'oublier, donc un petit rappel comme ça. Ça fait du bien des fois un petit rabais comme ça. Même chose chez Mec. Mais question. Mec, non. Mec, non, mais Trailhead, oui. On le demande comment ce rabais-là? C'est-à-dire que moi, j'ai commandé souvent de chez Légaré, puis j'ai pas vu d'endroit où ça disait êtes-vous membre d'un club? Alors, je sais pas. Est-ce que tu en as une idée? Oui, tu le mentionnes. Tout simplement. Il doit y avoir un endroit où l'écrire. Ouais. Dans la commande qui est par courriel, c'est là que tu leur mets un mot ou lorsque tu leur téléphones, c'est là que tu peux le mentionner. C'est comme un secret handshake de club, tu sais. Personne qui le sait, sauf les clubs. Club Radisson. Ouais. Ah, Aline, OK, j'aurais aimé ça savoir. Très bien. Y a quelqu'un qui connaît, si j'y vais en personne, est-ce que je dois montrer une carte du club? Parce que je pense pas qu'on a une carte du club. Ou... Non, ils ne demandent pas de carte du club. Okay. Ils font confiance. Ils disent les canoteurs sont honnêtes. Oui, c'est ça. Honnêtement, ça m'étonne pour Mec parce que de mémoire, là, j'ai déjà eu Mec à 10%, me semble.
Moi, j'ai demandé à 2 reprises parce que je pensais que oui, puis ils m'ont dit clairement qu'il n'y avait pas de rabais club. Bouche-Touka, Ah oui. Trelled, Comment tu peux te Légaré. présenter, là? Ben là, je suis arrivé là-bas. Écoute, j'ai dit bonjour, je suis Paul Mason. Ah, OK. Je viens de comprendre. Moi aussi, avec Mec, ils ne m'ont jamais donné de rabais, excepté qu'ils ont 1 ou 2 soirées par année réservées au club. Puis là, tu as un rabais de 15-20 peut-être, là, j'ai oublié. Mais à la caisse, ils ne m'ont jamais donné de rabais. Bouche-Touka, Claude, je pense que tu as travaillé là. Il donne un rabais aussi. Oui, ils donnent 10 Bouche-Touka, sur ils font des rabais. les prix réguliers. Si c'est déjà en spécial, non, mais sous les prix réguliers, tu n'as pas besoin de carte. Tu dis que tu es membre du club de canot Pierre Addition, il va mettre ça dans le commentaire, puis tu as 10 sur les prix réguliers. Wow, c'est bien. C'est bon à savoir. D'autres questions avec ça? Est-ce que François, tu aimerais y aller avec une autre question? Oui, ou- ben c'est après une expédition, donc j'en ai fait plusieurs cet été, puis ce que je fais quand je reviens pour prendre soin de mon équipement, c'est une des choses que j'ai faites, c'est évidemment je fais sécher mes trucs parce que j'avais peur de la moisissure, des choses comme ça. Mais ça m'a frappé en prévision de notre rencontre qu'en fait, je fais rien d'autre. Et là, je me suis dit, est-ce qu'il y a quelque chose à faire, un produit à mettre sur le canot, un produit à mettre sur les cailloutchoucs, des valves de ballon. Enfin, je ne sais pas si ça ne donne rien de faire ça pour prolonger la vie ou est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec notre équipement après une expé pour en assurer la longévité? Vraiment, l'eau, là, quand que ça prend du temps à sécher, la moisissure, ça ne prend pas de temps que ça rentre là-dedans. Les sacs à cordes, tout le matériel que tu peux faire sécher, là, moi, je le fais toujours sécher. J'ai même prolongé la vie de mes sacs à cordes avec ça. Ouais. Pas trop longtemps, hein, mais en tout cas. Mais il y a des choses qu'on pense, qu'on évite aussi de faire quand on change de cours d'eau. Mais si on va sur la Madawaska, il y a des algues bleues. Donc, qu'est-ce que je fais, moi, souvent, quand je reviens à la Madawaska, je lave mon canot pour ne pas apporter les bactéries des rivières, des lacs dans les autres territoires. Des fois, je l'oublie, mais j'essaie d'y penser, là. Et je pense qu'on devrait être tous conscientisés à le faire aussi. Là. Une autre chose qui est importante à faire sécher, c'est la vieille barre granola à moitié ouverte. Celle-là, là, si tu ne la fais pas sécher, là, elle va faire des petits. Vas-y, Linda. J'étais pour dire, vous allez me trouver zélée, mais moi, je ne lave pas juste le canot, je lave toutes mes affaires. J'arrive à la maison, je prends mon baril, je le remplis l'eau savonneuse. Parce que tout sèche, mais tout sèche avec une odeur de rivière qui moisit à la fin. C'est vrai. Je trouve que ça sent bon. Là, tu vois, après la discussion, je vais aller sentir mon stock. Là, moi, là, ça m'a réconforté. La bonne odeur de wetsuit. Là. Oui. Non, mais ça sent la rivière. Moi, c'est rendu que j'aime ça, cette odeur-là. Ça rappelle des bons souvenirs. Ah oui? D'accord avec toi, Simon. J'ai vu du monde, je me suis impliqué, je ne sais pas si c'est Louis qui avait mis un produit sur son canyon qui avait de l'air à glisser. Là, ça glissait partout là, sur lui. P300. C'est ça, du P300. Fait que ça protège, ça avait de l'air à protéger vraiment. Ça protège des rayons ultraviolets. Fait que ça ravive un peu la couleur. Mais c'est ça, c'est que ça protège le plastique des rayons. Moi, je n'ai pas trouvé du protecteur 303. Protecteur 303. C'est dur à trouver, effectivement. Ouais. J'ai entendu dire, puis moi, c'est ce que j'ai fait. Puis à date, il n'a pas fondu, fait que j'imagine que c'est bon. Du Armor All. Ah ouais. Sur les canaux, c'est tout aussi reluisant, puis ça protège des rayons UV. Par contre, j'ai lu que c'était déconseillé parce que le protecteur 303 peut être utilisé aussi pour les caoutchoucs, pour les gaskets de dry suit du protecteur 303, mais j'ai lu que le Armor All n'était pas approprié pour ces types de gaskets-là. Donc, il doit y avoir une différence. Je ne sais pas pour les canaux, le vinyle, si c'est mauvais du Armor All, mais
Oui. Le protecteur 303 est bel et bien hautement recommandé pour n'importe quoi qui est plastique, incluant les ballons. J'ai vu des ballons de flottation de personnes qui font des sorties à chaque fin de semaine, que les ballons, après 3 ans, sont déjà troués, séchés. Puis du 303 va faire une grosse différence. Moi-même, j'ai fait l'expérience sur une de mes vestes de flottation, parce que justement, 303, 30 ans passés, avait la meilleure annonce, c'est que il avait justement acheté une veste de flotation, il avait mis le 303 sur la moitié de la veste, puis il l'avait cloué au plafond et de leur entreprise. Puis ils l'ont oublié là, puis après 10 ans ou quelque chose, 5 ans, j'oublie, il y a quelqu'un qui faisait la maintenance en haut, puis ils lui ont dit c'est vous que vous avez une veste flottation qui est sous le plafond? Ils sont allés voir. Puis la moitié de la veste était complètement détériorée, puis l'autre côté était en très bonne condition. Puis j'ai fait le même test sur ma veste. Puis après 3 ans, tu voyais vraiment une décoloration d'un côté, puis l'autre côté, la couleur était aussi belle que l'original. Donc, depuis ce temps-là, je l'utilise. 303, tu peux la trouver de magasins de voiles, quelqu'un l'a mentionné plus tôt, à Britannia. Chandlery. Ça a l'air aussi, tu peux le trouver peut-être à Walmart, mais Canadian Tire ne le tient pas en stock. Il y a peut-être d'autres Walmart, ils l'ont juste en ligne. Ils n'ont pas ça en magasin. OK. Mais si tu vas sur leur site et tu cherches, c'est effectivement là. Après, je n'ai jamais rien commandé là, par. Je ne sais pas si leur service vaut quelque chose pour commander en ligne. Pour le 303. C'est ça. Armor All a tellement de produits qu'il n'y a pas de chance qu'Armor All a quelque chose aussi bon. Là. Je dois dire que maintenant, Armor All est plus facile à utiliser que c'est ça que j'utilise moi sur toutes mes choses. Bicyclette comme sac à dos, comme item de pagayage. Excepté, c'est vrai Simon, excepté pour le latex. Le latex a quelque chose de spécial, puis j'achète de MEC, c'est une petite bouteille qui va durer au moins 10 ans, dépendant de ton usage, ce qui est je ne sais plus comment ça s'appelle, du latex protectant. Puis, tu en mets une goutte, puis une ou 2 gouttes, puis ça couvre tout de coup les extrémités de ton dry suit ou dry top. Je fais ça au moins 2 fois par saison. D'autres sujets passionnants? La veste de sauvetage, est-ce que j'ai vu qu'en plus du couteau que tout le monde met, il y en a qui vont mettre une montre. Y a-t-il d'autres must qu'on devrait avoir dans notre veste là, que les gens ont comme sifflet? Moi, je commencerais, avant de te dire de mettre des bébelles dessus, là, commence par avoir un gilet qui te fait, qui est à ta taille, puis qui est bien ajusté. Puis mets pas de bébelles si tu ne sais pas quoi faire avec. Yes, principle. Keep it simple. Yeah. Stupid. Le plus de choses que tu as sur ta veste, le plus dangereux que ça devient. Tu penses que tu es en train de faire ta nage la plus dangereuse, puis faut que tu passes par-dessus un arbre, puis là, ton couteau se fait prendre par une branche, ta corde, la corde que tu as autour de ta hanche se fait prendre ou se défait, se vide du sac, ben, tu es dans plus de problèmes que tu es. Moi, j'aime pas mettre une corde autour de moi à moins que je suis sur le rivage. Dans le canot, dans le kayak, j'ai pas de cordage. Excepté en kayak, je porte ma ceinture de kayak rescue. Là. Mais à part ça, j'ai un couteau, j'ai mon sifflet, puis même le sifflet,
j'ai fait l'erreur un couple de fois de la manière que je l'avais mis, que je voyais que ça pouvait me prendre autour du cou. Donc là, mon sifflet, je le fais que la corde et le sifflet rentrent dans un de mes poches. Donc, je le sors seulement lorsque j'en ai besoin. Ça ne traîne pas partout. Donc, keep it simple. Merci beaucoup, Claude. Puis en parlant de cordes, il y a Linda, justement, là, qui m'avait fait la suggestion sur la Madawaska la dernière fois, là, où est-ce que c'était rock and roll, des cordes de pointe qui peuvent être utiles là, pour aller récupérer un canot ou pour aller faire du cordelage, là, tu sais. Et puis, ça, c'est la petite corde qu'on met au bout, là, puis qui s'attache avec un élastique que j'ai pas. Et puis, puis là, il y avait Pierre Desjardins qui m'avait déjà dit « Ah oui, mais ça peut être dangereux, le cordage, nanana. » Fait que là, j'étais partagé un peu là, entre le fait que ça a l'air d'être très pratique justement pour la récupération, parce que dans mon cas, ça arrive assez fréquemment. Et puis, le cordelage aussi versus la sécurité. Est-ce qu'il y a des opinions là-dessus parmi Bien, il va y avoir autant d'opinions qu'il y a de personnes. Si tu es préoccupé avec la sécurité, je te dirais que tu mets une corde, mais trop longue, comme une grandeur de ton canot. Ouais. Il y en a qui vont aller avec une longueur et demie de canot, puis il y en a qui vont aller jusqu'à perpète. Là. Ça dépend vraiment des situations où tu pagais, avec qui tu pagais. Puis la corde, si on revient à la situation qu'on a eue cet automne, ben, elle n'est pas pour toi, elle est pour les autres qui récupèrent ton canot. C'est ça. Puis peu importe la longueur de la corde, je pense vraiment l'essentiel, c'est qu'elle ne soit pas lousse. Ni dans le canot, ni dans l'eau qui pend. Il faut vraiment qu'elle soit... Pourquoi est-ce que vous parlez, là? Écoute, je te vise pas particulièrement, je te réponds at large. C'est ça, c'est pour un ami qui pose la question. C'est ça. J'ai un ami qui disait une corde, là, tu sais, la corde en nylon, là, tu sais, là... C'est très facile à s'organiser pour la corde. Moi, je suis pro-corde. J'ai vu trop de situations où est-ce qu'on ne pouvait pas secourir un canot parce qu'on ne pouvait pas l'accrocher. Mais j'ai vu aussi plusieurs fois. Ouais, puis moi, la seule fois que j'ai sorti mon couteau, c'est que justement, j'ai aidé quelqu'un. J'avais sauté à l'eau pour essayer d'aider quelqu'un. Puis sa corde d'extrémité s'est défaite, puis s'est pris dans mes jambes. Puis c'est la première fois que j'ai eu peur que j'ai sorti mon couteau. Mais par pure chance, on a frappé un concurrent, puis on était sécuritaire. Mais c'est ça le gros problème, c'est la corde qui se défait du canot. Ben, il y a plusieurs simples solutions. Une des plus simples, c'est prendre une grosse corde bungee, la plus grosse que tu peux trouver. Tu fais 4 trous dans ta pointe. Puis là, tu mets la corde bungee. Excuse-moi, tu mets 2 sections de corde bungee. Ça pourrait être aussi une, là, mais en tout cas. Donc, ça fait deux sections difficiles à tirer. Puis là, tu mets ta corde en zigzag là-dedans. Donc là, tu sais que c'est presque impossible de l'enlever à moins que tu la pognes puis tu la tires. Puis une fois que tu la pognes puis tu la tires, là, ça s'enlève très facilement. Ça serpente de ton attachement. J'ai déjà acheté un système avec une base de plastique qu'on a collée sur la pointe. Puis cette base-là avait justement une petite section courbée avec justement une corde, excuse-moi, une corde bungee. Puis là, c'était parfait parce qu'il fallait vraiment qu'on tire pour sécuriser la corde. Puis là, il fallait juste soit tirer la corde ou tirer sa petite languette qui sécurisait le bungee. Puis là, tu pouvais sortir ta corde. Donc ça, c'est... Mais tellement souvent, je vois ces cordes-là juste simplement mis entre le cordage qui retient le ballon.
fois que le canot est à l'envers, ces cordes-là s'enlèvent puis se fait prendre tout partout. Fait que morale de l'histoire, s'il y a une corde, il faut qu'elle soit bien attachée, qu'elle soit pas lousse. Et nécessairement, s'il y a une corde aussi, pour qu'il y ait une corde, ça prend absolument un couteau. Si jamais il arrive quelque chose, pas de couteau, pas de corde. C'est peut-être tannant pour d'autres, c'est peut-être moins pratique, mais si jamais malencontreusement la corde elle sort et puis on se prend dedans, puis on n'a pas de couteau, ben ça peut être fatal. Donc, pas de couteau, pas de corde. Puis s'il y a une corde attachée, absolument pas lousse. Mais je rajouterais aussi pas de corde de nylon, juste des cordes flottantes puis de grand diamètre. Voyante. Ouais, à moins que, sur toute réserve, là, Transport Canada, ils ont fait des règlements par rapport à ça. 15 mètres, c'est obligatoire. Oui, ils exigent une corde, mais ils n'exigent pas le couteau qui va avec la corde. Mais je vais parler par expérience. J'ai tellement vu d'accidents sur les rivières quand j'étais guide de raft, là, où ce que moi-même, de mon côté, mes guides, ils ne venaient pas sur la rivière avec un sac à corde s'il n'y avait pas de couteau sur eux autres. Ça, c'était plus une politique à l'interne. Mais moi, j'en fais quelque chose d'important. Les cordes, là, ça ne prend pas de temps que ça fait des nœuds, puis ça ne prend pas de temps que les cordes non flottantes se ramassent dans le fond de la rivière. Il suffit d'un nœud qui se forme puis qui squeeze entre deux roches. Il faut se rappeler, il y a quelques années, sur la Jacques-Cartier, malheureusement, il y a un guide qui est mort par rapport à ça parce qu'il y avait son sac à cordes à l'époque, qu'on pouvait garder nos sacs à cordes, qu'on n'était pas obligé d'avoir un quick release sur nos sacs à cordes. Donc, quand il est chaviré à l'eau, ben, il a monté. Puis finalement, ben, il est redescendu malgré son gilet de sauvetage parce que sa corde était restée prise dans le fond. Donc, probablement, son couteau, je ne sais pas, je ne connais pas toutes les infos d'histoire, mais le couteau est très intéressant. Tant qu'à moi, c'est un must, un couteau. Puis, écoute, je l'ai, mais je m'en ai servi une couple de fois dans ma vie, mais c'était tout simplement pour couper un saucisson sur l'heure du midi ou pour beurrer ma toast. Heureusement, je n'ai pas utilisé mon couteau là, dans une situation d'urgence. Là. Je touche du bois. Là. Mais moi, je vais juste rajouter par rapport à la corde de boss. Je m'en ai acheté une. Moi, je déteste les cordes en eau vive. J'ai toujours détesté ça. Puis c'est pas une phobie que je m'en fais. Mais moi, j'hésite encore grandement à mettre une corde de boss là, sur mon canot. Je sais que j'ai écouté les arguments tantôt. Ça l'aide aussi aux gens à récupérer ton canot en tant que tel. Je sais, mais moi, je remplace ma corde de boss par mon sac à corde. Ça m'a occasionné des inconvénients. Des fois, quand j'avais à marcher là, dans le courant d'eau à côté, ben, il fallait que je gère mon sac à corde qui était vraiment plus long. Mais en tout cas, personnellement, je vois tellement de monde sur la rivière qui s'enligne pour un rapide, puis tu vois le bout de corde en arrière qui pend. Ça, je trouve ça incroyable. Puis pour ceux qui ont payé avec moi, très souvent, je regarde mes coéquipiers, les autres canots alentour de moi, puis je ne m'imagine pas pour leur dire « Hey, regarde ta corde, elle traîne souvent dans l'eau. » J'ai une phobie de ça. Ça crée des dommages là, incroyables. Puis quand on fait un cours de sève, il dit fort bien, là, la corde, tu l'utilises en dernier recours. Fait que, en tout cas, moi aussi, c'est mon opinion. Puis j'ai bien de misère avec les cordes. Là. Puis j'en ai acheté une pour mon canot. Puis j'étais encore en dilemme, là, est-ce que je l'installe ou est-ce que je ne l'installe pas là, encore? Là. C'est ta corde sensible, Éric. J'ai la corde sensible. J'avoue que moi, pour les cordes de boss, j'en mets très peu souvent, justement, les questions de sécurité et autres. Mais j'avoue que quand je l'apprécie énormément pour l'auto-récupération. C'est drôlement plus facile si tu savais, puis tu peux, oui, toi, t'en aller sur le bord, mais amener ton canot aussi. C'est drôlement plus facile si tu fais juste pogner ta corde, tu t'en vas sur le bord, puis après ça, tu tires ton canot. Ça, je l'ai fait tellement souvent que je suis chavirée tellement souvent aussi, il faut dire, là, mais je dirais, c'est la seule raison pourquoi je la mets encore sur certaines rivières, c'est juste pour
juste pour m'aider moi-même pour me récupérer. Là. Mais bon. Je pense que la morale de tout ça, c'est si tu installes une sac à cordes, il faut que tu augmentes encore 2 fois plus ta vigilance. Ouais. Oui, j'avoue que je vais toujours mettre la corde de bosse en avant pour toujours voir, ben regarde, elle est toujours bien prise, elle ne traîne pas nulle part, il n'y a pas un bout qui dépasse. J'en ai déjà vu qui en mettait en arrière, puis ça, moi, je ne le fais plus parce que je ne l'ai pas à vue en tout temps. Je ne sais pas qu'est-ce qui arrive avec la corde en arrière. Ça, quand Eric est avec toi, tu l'entends systématiquement dire « Corde! Corde! » C'est pas parce qu'il te lance une corde, c'est parce qu'il te dit qu'il y a quelqu'un qui a une corde qui a un petit bout qui dépasse dans l'eau. Hey, merci beaucoup. J'imagine que vous avez une approche différente en XP, quand tu as besoin de faire de la cordelle, puis tout ça, si tu le sais que tu fais la moisie, tu fais de la corde, là. Oui, c'est ça. Oui, effectivement, selon la rivière. Moi, normalement, je mets une corde, mais en XP, d'habitude, j'ai toujours les 2 cordes, une en avant, une en arrière. Je m'assure qu'Éric est en arrière de moi pour qu'il me dise si ma corde en arrière elle dépasse. Puis on s'assure évidemment qu'elle est bien. Bon. Alors, pour passer de fil en aiguille, pour faire un jeu de mots avec les cordes, as-tu une autre question? Hey, merci beaucoup pour votre générosité et les partages. Hein. On a passé 90 minutes ensemble. Là. C'était vraiment cool. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Merci. Merci beaucoup, oui. Ouais, c'était le fun de vous voir. À la prochaine. Au plaisir de voir tout le monde. Merci pour l'initiative. En dry suit, début avril, dès que les glaces vont se mettre à bouger un peu, là, on pourra surfer autour des glaces. Et si on va en avoir de la glace cette année? Ah oui, on patinait l'autre jour. Je suis certain qu'il y a des personnes qui sortent à Bates Island en ce moment pour faire du surfing. Bande de fous. Il fait tellement doux que... Je sais que sur le site Facebook de surfing, il y a encore une fois hier, je crois, ou avant-hier, il y a un skieur qui était sur la rive ontarienne qui a appelé la police parce qu'il pensait qu'il y avait quelqu'un en difficulté au milieu de la rivière parce qu'il voyait faire ça. Encore une fois, c'était un surfeur sur la Mystery Wave qui est en train de faire du surfing. Donc, puis justement, eux autres en surfing, c'est des wetsuits de 5 mm qui utilisent. Ils n'ont pas besoin d'utiliser leur pouvoir aussi souvent. C'est justement ce genre de wetsuit que tu ne veux pas utiliser en pagayage parce que ça met trop de tension sur tes épaules. Tu veux un wetsuit un peu. Moi, je voudrais remercier Jean-François vraiment pour avoir organisé cet événement-là. Très belle initiative. Moi, je pense que ça a été super le fun de jaser, mais de voir aussi tout ce beau monde-là. Puis voilà, à notre organisateur en chef, Jean-François, vraiment chapeau. Eh bien, merci bien. Merci beaucoup d'être là. Puis là, on a en exclusivité, on vous annonce que la prochaine jasette, ça va être avec Stéphanie le 28 de février, qui va nous parler de la prep d'XP. Alors, si ça vous intéresse.